Bonjour les amis, on va parler d'un sujet important aujourd'hui parce que on va parler du Congo. Ce qui m'a fait penser à faire cette vidéo sur le Congo, c'est que j'ai voulu comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que je suis souvent sur Internet, je regarde l'actualité, hein, je regarde de moins en moins la télé. Et justement, à la télé, on ne parle pas de ce sujet dans les médias mainstream, et c'est sur Internet où on rencontre des sujets qui parlent de ce sujet. C'est-à-dire qu'il y a une région du Congo qui s'appelle le Kivu, hein, le Kivu, qui se trouve, le Kivu, c'est le Congo, c'est le RDC, la RDC, hein, la République démocratique du Congo, l'ancien Zaïre. Le nord-est du Congo, à la frontière de l'Ouganda et du Rwanda, il y a une région qui s'appelle le Kivu. Et là-bas, il y a systématiquement des viols de femmes avec des viols barbares. Hein. Il ne suffit pas de les violer, il faut leur introduire des objets dans le vagin, comme si on voulait tuer toute possibilité qu'il engendre, comme si on voulait faire un génocide contre une population pour qu'ils ne puissent pas se reproduire et faire disparaître toute une population. Voilà, des crimes barbares, des femmes qui sont violées systématiquement tous les jours. Et il n'y a que sur Internet où on le voit. On estime aujourd'hui, cette guerre du Congo on peut situer le début de cette guerre en 1994 jusqu'à aujourd'hui, hein, on peut estimer, selon les chiffres, on peut estimer ça à 8 millions de morts. Il y a eu des génocides contre les juifs, il y a eu le génocide rwandais, on n'a rien pu faire, personne n'a rien fait. Il y a eu tout le monde, on a parlé de ce génocide, et là, je me rends compte il y a ce génocide et ces morts de tous les jours, depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, et personne n'en parle, en fait. Nous, les Africains, nous sommes les spécialistes de l'indignation quand ça se passe ailleurs, en fait. Et quand ça se passe chez nous, on a fini par intégrer peut-être le fait que c'est une guerre interethnique, et puis nous sommes des barbares, des sauvages, et peut-être que c'est normal. Parce que c'est aujourd'hui qu'on présente dans les médias occidentaux, quand ils veulent parler de ça, à la limite, c'est des sauvages qui se battent entre eux, c'est des ethnies, guerre interethnique. On peut les laisser, ces sauvages, pour se battre. Voilà. Alors que quand on regarde un peu, c'est autre chose en fait. C'est pas une guerre ethnique. Il y a autre chose derrière ces viols de femmes. Et donc je me suis dit, je regarde ça. Et donc, pour comprendre, j'ai regardé d'abord, faisons un peu l'histoire de ce pays, hein, chronologiquement. Chronologiquement, on peut dire que ce pays va commencer, l'histoire de ce pays, ce n'est pas qu'il n'existait pas avant, mais avec l'arrivée des colons et des étrangers, on peut situer ça en 1885. C'est un peu le destin de l'Afrique. Conférence de Berlin, on partage l'Afrique. Les superpuissances occidentales se partagent l'Afrique. Donc, on va donner le Congo au roi belge. D'accord? Donc, 1885 à 1908, vous avez un pouvoir personnel du roi belge. Conséquence de. Donc, le Congo devient une propriété personnelle. D'accord? Une propriété personnelle. Et donc, vous allez avoir un exercice de pouvoir de quelqu'un qui pense que ce qu'il y a au Congo, les hommes, les matières premières, la richesse du pays, lui appartient. Donc, esclavage, travaux forcés. À l'époque, on avait découvert le caoutchouc et l'utilité du caoutchouc. Donc, chaque homme devait faire un quota devait, comment dire, faire son quota de produits en caoutchouc, c'est-à-dire de ramener le caoutchouc, et vous aviez des hommes qui étaient émasculés parce qu'ils n'avaient pas atteint leur quota de caoutchouc qu'il fallait ramener aux, aux, aux Belges, aux Belges. Voilà. Donc, esclavage, travaux forcés, exploitation de la richesse
du Congo à l'époque le caoutchouc. Hein, c'est ce qui était, à la mode à l'époque. Et de 1908 jusqu'à 1960, vous avez un colonialisme avec ce qui va avec. Ségrégation, exploitation de la population autochtone. On s'approprie les richesses du pays sans que les autochtones sachent ce que ça devient. Voilà, c'est des animaux. Voilà, c'est des animaux, des missionnaires, de je ne sais pas quoi, qui viennent les civiliser. Hein, à la Luc Ferry, les peuples supérieurs ont vocation à civiliser les peuples inférieurs. Donc voilà ce qui se passe pendant cette période de colonialisme. Et 1960, de 1960 jusqu'à 1961, vous avez l'indépendance. L'indépendance avec l'arrivée au pouvoir du nationaliste africain respecté par tous les panafricanistes, Patrice Lumumba, qui croyait à son idéal d'un pays indépendant, une vraie indépendance, un nationalisme, c'est-à-dire on protège les intérêts du pays et on est souverain. Voilà. Bon, les Belges voulaient lui donner l'indépendance, mais c'était une indépendance formelle. Ils ne voulaient pas que le Congo devienne un véritable pays indépendant. Il se fera assassiner avec la complicité des États-Unis et de la CIA, qui l'accusait de marxisme et de... On est en pleine guerre froide, hein, donc, et d'ailleurs, la bombe atomique de Nagasaki qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale, l'uranium qui a été à l'origine de la fabrication de la bombe atomique a été pris au Congo. Voilà, donc en pleine guerre froide, on l'accuse de marxisme et de communisme, et il sera assassiné avec la complicité des États-Unis. Et on va voir le traître de Mobutu qui va arriver au pouvoir, qui va être le pion des États-Unis, qui va être quelque part le rempart contre le communisme dans cette Afrique centrale pour les États-Unis en pleine guerre froide. C'est comme ça qu'on le nationaliste, c'est comme ça que le nationaliste, j'allais dire le nationaliste Mobutu. C'est comme ça que Mobutu va aider, par exemple, va être avec les États-Unis pour combattre le MPLA dans un pays à côté, l'Ouganda. Hein. Il va aider l'UNITA hein, de Jonas Savimbi. Donc une guerre qui va être menée depuis l'indépendance en 1975 avec l'arrivée du MPLA, mouvement indépendantiste, parti indépendantiste unique, mais connu pour être plus marxiste communiste. Et le Zaïre, les États-Unis vont aider l'UNITA, qui est lui proche du bloc de l'Ouest, hein, de 1975 jusqu'à 2002, donc avec Jonas Savimbi, à combattre le MPLA. Donc, Mobutu sera le rempart des États-Unis et du bloc de l'Ouest contre l'Est dans cette Afrique centrale. Mais, avant de rentrer d'aller plus loin, il faut que je vous dise, c'est quoi le Congo? Le Congo, c'est un pays que Frantz Fanon disait en décrivant l'Afrique, en disant que l'Afrique a la forme d'un revolver et le Congo sa gâchette. C'est pour vous dire à quel point le Congo, c'est un pays stratégique de l'Afrique. Parce que c'est un pays riche, très riche, en cuivre, en diamant, en caoutchouc. Aujourd'hui, on a découvert des minerais qui sont à la pointe de la nouvelle technologie d'aujourd'hui. Donc, il y a aussi l'or, il y a le bois, il y a le diamant et il y a le coltan. Le coltan, qui est une matière première rare qui sert à fabriquer les téléphones, les ordinateurs portables, les jeux vidéo. Donc, c'est-à-dire l'économie mondiale aujourd'hui qui est basée sur ces nouvelles technologies. Et la matière première se retrouve là-bas. Hein? Tous les téléphones qu'on utilise aujourd'hui, la plupart du coltan qui fabrique ces téléphones vient de là-bas.
Et pourtant, vous avez un pays avec toutes ses richesses qui est très pauvre. Hein. Là, je regarde quelques chiffres. Euh, vous avez euh, un dixième de la population qui a l'électricité, trois quarts de la population qui n'a pas accès à l'eau potable, 2 sur 3 en dessous du seuil de pauvreté avec 1,25 $ par jour et une PIB de 224 euros par habitant. Donc c'est vous dire à quel point c'est un pays et une population très pauvre, malgré le fait que cette population est assise sur une richesse énorme. Il y a un géologue belge qui disait que la Belgique, ancienne puissance colonisatrice. Donc il y a un géologue belge qui disait que la Belgique, le Congo est un scandale géologique. C'est comme si vous disiez le Qatar est un scandale géologique. C'est une façon de dire que c'est un scandale qu'un seul pays regorge de toutes ces matières premières à lui tout seul. Le Qatar, un tout petit pays, regorge de richesses en matière de gaz, ce qui fait qu'aujourd'hui, le Qatar peut se permettre quelques insolences alors que c'est un petit pays de rien du tout. Mais là, c'est le contraire. Le Congo, c'est un pays qui est immense, plusieurs fois plus grand que plusieurs fois la taille de la France. Je ne sais pas combien de fois la taille de la France, qui peut être un pays qui peut lancer l'économie de l'Afrique. Si le Congo pouvait trouver sa vitesse de croisière avec toutes ses richesses qui viennent de son sous-sol, ça pourrait bénéficier à tous les pays aux alentours et aider l'Afrique à se développer. C'est dans ce sens-là que Franz Fanon disait que la gâchette de ce revolver qui est l'Afrique, hein, qui est la forme de l'Afrique, c'est dans ce sens-là qu'il disait que la gâchette de ce revolver se trouve au Congo. Parce que avec son économie, ça pouvait être un levier pour l'Afrique. D'accord. Mais il ne faut pas compter sur les puissances occidentales pour nous laisser nous développer, laisser le Congo se développer. Comme partout, quand il y a de la richesse, il y a les puissances, les ogres qui arrivent et qui veulent s'accaparer de ces richesses. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens-là que, vous savez, dans cette région, c'est à peu près le précaré de, disons que c'est le précaré de la France et de la Belgique. Les États-Unis n'étaient pas présents jusqu'à récemment. Et c'est dans ce sens-là que, après avoir constaté les richesses de ce pays, que les Américains commencent quelques dignitaires commencent à déclarer, depuis les années 90, par exemple 93, au Congrès, il y a le sous-secrétaire d'État qui déclare au Congrès, l'Amérique doit avoir accès aux ressources minières en Afrique, cobalt et tout ça. Et en 95, à Dakar, un pays francophone, le précaré de la France, il y a le secrétaire d'État à l'économie, hein, qui dit les Américains doivent tenir la dragée haute aux Français. C'est dire à quel point il dit aux Français on ne va pas vous laisser faire. Donc autrement dit, à partir des années 90, les États-Unis commencent à se dire bon, il faut qu'on aille faire concurrence aux Français aussi dans cette région où il fait la loi. Donc, faisons un aperçu de ce qui se passe dans ces années 90. Vous avez le Rwanda, pays frontalier du Congo à l'est et frontalier de la zone où se trouvent ces viols, le Kivu. Donc, le Kivu, c'est l'est du Congo. Donc, vous avez le Congo, l'est du Congo, le Kivu, où se retrouve la plus grande partie de ces richesses. Et de l'autre côté de la frontière, vous avez l'Ouganda et le Rwanda. Donc, le Kivu se retrouve à l'ouest de l'Ouganda et le Rwanda. Au Rwanda, vous avez un pouvoir exercé par les Hutus. D'accord? Les Hutus. Les Hutus à Biérimana.
Et en Ouganda, vous avez Museveni. Museveni, qui est un Tutsi, qui a pris le pouvoir en 1986, après un coup d'État où il disait qu'il s'est présenté aux élections, et il disait qu'il y a eu des prétextant des fraudes. Il est venu faire un coup d'État, destituer le président en 1986, avec l'aide des Tutsis hein, qui viennent du Rwanda, où ils étaient persécutés par les Hutus d'Abiyarimana. Ils l'ont aidé, donc c'est ses cousins quelque part, ils l'ont aidé à prendre le pouvoir en Ouganda. D'accord? Donc, vous avez Museveni. Et donc, parmi ces Tutsis, vous avez Paul Kagame qui était là-bas. Paul Kagame, le nouveau président Tutsi du Rwanda. Donc, en 1994, alors qu'il y a la rébellion Tutsi et contre les Hutus, il y a eu un sommet, je ne sais plus quel pays, en Tanzanie ou quel pays à côté, pour essayer de de faire une réconciliation entre Hutus et Tutsi au Rwanda. Le président Abiyarimana, plus proche des Français, hein, ça a son importance ce que je dis là, plus proche des Français, les Français qui veulent avoir leur même mise dans cet endroit du monde, où les richesses, hein, le Kivu est à côté du Rwanda. Donc, quand tu es à côté, tu peux voir ce qui se passe. Donc, Abiyarimana, l'ami des Français. Il revient de ce sommet, il se fait assassiner en 1994, et les Hutus disent que c'est les Tutsis qui ont tué Abiyarimana. Le génocide éclate, ils veulent se venger contre les Tutsis qui ont tué leur président. Ils massacrent les Tutsis. Vous connaissez le génocide en 1994. Les Français, les militaires français qui étaient là, ils ne font rien, on les accuse d'avoir été complices. Et c'est ce qui fait que Sarkozy est parti se faire humilier les dernières fois au Rwanda. On lui a dit il faut venir te recueillir devant la tombe et reconnaître votre responsabilité dans ce génocide. Aujourd'hui, c'est toujours les deux pays ne s'entendent pas parce que Paul Kagame accuse les Français d'avoir été complices du massacre des Tutsis par les Hutus suite à l'assassinat du président Hutu à Abiyarimana. Donc, il y a le génocide et Paul Kagame, appuyé, aidé par les Américains, qui ont toujours été, je vous rappelle, au début de 1965, arrivée de Mobutu au Congo, qui ont été toujours à l'appui de Mobutu, avec George Bush père, qui a gouverné les États-Unis jusqu'en 1993. D'accord? Mobutu était l'ami intime de George Bush. En 1993, donc il arrive en 1993. Donc, je reviens au Rwanda, les Tutsis arrivent au pouvoir au Rwanda. Donc, Kagame, au Rwanda, aidé par ses cousins Tutsis, donc Museveni en Ouganda, qui est aussi, lui aussi, qui a été aidé par ses cousins Tutsis du Rwanda pour arriver au pouvoir en Ouganda. Donc, il arrive au pouvoir. Donc, vous avez deux présidents. Kagame, un Tutsi, Museveni, un Tutsi, tous deux soutenus par qui? Par les États-Unis. D'accord? Mobutu commence à vieillir. Les États-Unis se disent, bon, il faut qu'on change. Il commence à faiblir, il faut qu'on mise sur un autre cheval. Un autre cheval. Donc ils vont aider Kagame, l'Ouganda, qui vont aider Kabila, un ancien nationaliste lumumbiste, hein, ça a son importance, un ancien nationaliste lumumbiste, pour venir prendre le pouvoir contre le vieux Mobutu qui était leur allié à l'époque. Donc, Kabila va arriver au pouvoir. On a vu, vous avez tous les images de Mobutu qui part, qui va mourir au Maroc. Il va prendre le pouvoir en 1900. Alors, c'est quelle année? 1997. Voilà, je pense que c'était en 1997. On se rappelle, j'étais au pays quand on voyait les combats en 1997, quand Kabila arrivait au pouvoir. Il arrive au pouvoir, aidé par ses amis du Rwanda et
de l'Ouganda, donc les militaires rwandais et ougandais rentrent dans l'est du Congo, qui l'accompagnent et s'installent aussi là-bas. Mais aussi, ils prétextent quoi? Ils prétextent aussi le fait que, parce ils étaient déjà présents là-bas de toute façon, avant l'arrivée de Kabila, en disant que quand, surtout le Rwanda, quand ils arrivent au pouvoir au Rwanda, les Tutsis s'enfuient avec les civils Hutus qui ont peur de représailles des Tutsis. D'accord? Les Hutus, les Ntaramwe, on dit, c'est comme ça qu'on les appelle, les groupes là qui massacraient les Tutsis. Les, voilà, les Ntaramwe vont partir avec les civils Hutus qui avaient peur des représailles des Tutsis. C'est tout à fait normal. Ils partent au Congo. Et Kagame va les pourchasser au Congo. Il y aura des massacres dans les camps de réfugiés de civils et Interahamwe, donc on massacre et civils et militants et génocidaires. Là, sous les yeux du monde, personne ne fait rien du tout. Hein. Là encore, on a laissé le massacre des Tutsis par les Hutus. La communauté internationale n'est pas intervenue. À l'époque, c'était, je pense, Boutros Ghali à l'ONU, secrétaire des Nations Unies. Et on laisse maintenant les Tutsis massacrer les Hutus dans les camps de réfugiés au Congo. Par vengeance. Soi-disant, c'est pour garantir la sécurité du Rwanda. Pour prévenir qu'il n'y ait pas de Tutsis des Hutus qui viennent organiser une nouvelle rébellion contre Paul Kagame. Donc un nouveau massacre sous les yeux du monde sans que personne ne bronche. Mais ils vont y rester. Ils vont y rester. Ils vont y rester. Et d'ailleurs, Mobutu voyait de mauvais oeil cette présence. Hein? Il les détestait. Et là, on arrive en 97. Kabila, aidé par les Rwandais et les Ougandais, va chasser Mobutu du pouvoir, qui ne supportait pas la présence de l'armée rwandaise dans l'est du Congo, qui prétendait pourchasser les Hutus et les Interahamwe qui s'étaient réfugiés au Congo à leur arrivée au pouvoir au Rwanda. Mais Kabila, qui est arrivé au pouvoir, veut se débarrasser de ses alliés ougandais et rwandais. Et après, eux, ils ne le supportent pas. Ils vont l'assassiner. D'accord? Ils vont l'assassiner. Il y a comment dire? Il y a son fils, Kabila, qui le succède, qui est toujours là jusqu'à aujourd'hui. Mais les Rwandais vont toujours être là. Ils vont toujours nier. Il y a aussi la présence de forces Hutus qui rêvent de revenir prendre le pouvoir au Rwanda. C'est le FDLR, Force démocratique de la libération du Rwanda. Donc c'est des Hutus qui rêvent un jour de revenir déloger les Tutsis, même si il essaie de mélanger Hutus et Tutsis au pouvoir, la réconciliation, tout ça. Espérons que c'est du durable. Voilà. Eux, ils espèrent revenir. Mais ils s'adonnent à des massacres dans cette région. Ils violent des femmes. Ils vivent pour vivre. Ils vont aller dans les villages pour se nourrir, violer, tuer. Il y a des mouvements comme le M23, une rébellion congolaise, mais on dit que c'est une rébellion qui est soutenue, c'est une milice quelque part, qui est soutenue par le Rwanda, parce que le Rwanda, effectivement, officieusement, profite de la richesse de ce pays. Le diamant, le coltan que j'ai cité, l'or. Et moi, franchement, je pense, aujourd'hui, on salue l'économie du Rwanda, mais les beaux avenues et toute cette économie du Rwanda puise un peu ses sources au Congo, la richesse matière première du Congo.
Il y a j'ai regardé sur Internet un ancien ministre de Kagame qui dit que Kagame trouve que son pays est trop petit et qu'il veut revenir aux frontières d'avant 1885, conférence de Berlin. Donc il considère qu'il y a certaines zones du Congo, et pourquoi pas la zone, comment dire, cette région du Kivu où se retrouvent ces minerais, la plus grande partie des minerais, peut-être il considère que ça c'est chez nous, il faut qu'on annexe ça. C'est pas extraordinaire, on le voit même en Israël. Hein, les Israéliens considèrent que la Palestine est un des espaces qui leur reviennent. Donc ils vont maintenir, ils vont manger des kilomètres, battre des kilomètres, leur présence, peut-être un jour ça va finir par rentrer dans leur territoire. C'est ce qui se passe à Jérusalem. Jérusalem-Est qui était censé être la Jérusalem des Arabes. Aujourd'hui, vous avez Israël qui prend espace par espace, maison par maison, en espérant qu'un jour, le monde finira par fermer les yeux et qu'il s'accapare de ces parties. Eh bien, c'est la même stratégie, peut-être, de Kagame. Il espère un jour s'accaparer de cet espace-là. Donc, vous avez des milices, MLC, RCD, et vous avez des gens qui étaient dans leur village, qui se sont violés, qui se sont fait violer. Il y a beaucoup de femmes qui sont entrées dans les milices, qui se sont violées par des miliciens, par exemple le FDLR rwandais, qui vont rentrer dans des milices, les Mai Mai Chetan. C'est des milices, au début c'était pour se défendre contre les milices rwandais. Et après ils sont devenus des massacreurs, des violeurs eux aussi. Donc chacun va dans une milice soi-disant pour se venger contre les Rwandais et pour vivre, parce que ces milices il faut qu'ils vivent. Ils vont taxer leurs compatriotes, et puis il y en a qui se livrent à des viols aussi pour jouir, hein, des bandits, ok. Au départ, il y en a peut-être qui sont rentrés par de bonne foi pour se protéger, mais ils vont être mélangés à des bandits de quatre chemins qui vont massacrer des femmes, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et qu'on essaie de nous dire que c'est des miliciens, des guerres ethniques, des gens qui se massacrent. Mais en fait, ces milices sont nourries par les pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda, parce que ces désordres profitent à l'exploitation des richesses en toute impunité, mais aussi des multinationales qui ont intérêt à ce qu'il y ait ce désordre pour qu'ils puissent venir payer ces miliciens, ils les payent bien, pour qu'ils puissent venir exploiter, extraire les richesses. D'accord? Ces multinationales sont citées dans divers rapports de l'ONU. Il suffit juste de taper sur Google, vous allez retrouver ces rapports, ces multinationales. Moi, j'en ai vu quelques noms. Hein, alors, qu'est-ce que j'ai vu comme quelques noms? J'essaie de voir si j'ai pas perdu mes notes. Parce que j'ai vu quelques noms de quelques comment dire, voilà, American Mineral Fields, d'accord, Anglo-American Corporation. Et il y en a beaucoup qui sont cités dans des rapports qui disent que ces multinationales donnent, comment dire, alimentent ces milices pour que ces désordres perdurent et qu'ils puissent, en toute impunité, extraire les richesses du coltan pour les téléphones portables, avec tout ça. Alors on peut dire oui, mais c'est multinational, les États occidentaux, qu'est-ce qu'ils ont rien à faire, qu'est-ce qu'ils ont à faire là-dedans? Pourquoi vous dites que c'est les États-Unis? Les États-Unis, il n'y a pas de militaires là-dedans. Ouais, c'est ça. C'est ça. Quand vous voyez un président là, par exemple la Libye, quand Kadhafi est parti, vous avez vu le président arriver là-bas avec des patrons. D'accord? À chaque fois qu'il y a des présidents de ces puissances qui se déplacent, ils y vont avec des patrons, des grands patrons de leur pays. Parce que c'est ces patrons-là qui vont exploiter les richesses de ces pays en question. Et ça va nourrir l'économie, l'emploi de ces pays en question. Et les politiques en profitent. Leur popularité, c'est la paix sociale. Et ça nourrit le trésor
les taxes et les impôts des trésors de ces pays-là. Donc, ces multinationales génèrent beaucoup d'argent et ça profite au pays en question. Donc, nous sommes tous complices en Occident de ce qui se passe là-bas avec nos téléphones portables, nos ordinateurs, l'ordinateur que j'utilise là. Nous sommes complices quelque part de ce qui se passe dans ces pays-là avec ces viols de femmes. Il y a des milices qui vont descendre dans un village parce que on dit que dans ce village, dans le sous-sol, il y a des minerais. Il faut déplacer ce village et pour que le village et ces villages entiers se déplacent, parce qu'on dit que le Congo, c'est le pays où il y a le plus grand nombre de déplacements de population. Donc on va venir violer, massacrer pour que le village quitte la zone, pour que les multinationales arrivent et puissent exploiter l'endroit. Des travaux forcés. Vous allez avoir des enfants qui ne vont pas à l'école mais qui sont obligés de descendre dans des mines. Et donc voilà ce qui se passe au Congo. Donc autrement dit, je voulais par ces vidéos dire que ce n'est pas une guerre ethnique comme on essaie de nous la faire vendre, c'est une guerre alimentée par les pays voisins et des multinationales, des superpuissances qui ont intérêt à ce que ça perdure, et d'autres pays voisins qui exploitent la richesse de ce pays et qui ont intérêt à ce que ça perdure parce que le désordre fait qu'ils peuvent exploiter la richesse de ce pays en toute impunité. Il y a une MONUC qui a été une MONUC, c'est-à-dire une force des Nations Unies qui a été envoyée là-bas depuis depuis quelle année déjà? Alors je regarde parce que je n'ai pas la date en tête, mais alors c'est depuis 1999. Voilà, depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, avec à peu près 20 000 hommes et un budget d'1 milliard, et on ne sait pas à quoi elle sert. Cette force d'interposition. À quoi elle sert? Elle fait rien. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Et pourquoi? Parce que c'est une MONUC, c'est aux ordres des superpuissances. Les mêmes puissances qui ont ces multinationales. Pourquoi ils vont tout... Comment... Vous croyez que c'est eux qui vont faire en sorte que la paix revienne au Congo? Non, ils vont leur dire ne faites rien. Restez là. Donc un budget d'1 milliard, plus de 20 000 hommes, et on ne sait pas à quoi il sert. Sans compter le fait que certains sont... On dit que certains militaires faisant partie de cette MONUC ont été coupables de viol, eux aussi participent au viol dont on parle ici. On peut trouver ça dans des rapports, sans problème, sur Google. Et puis vous avez l'armée congolaise qui est gangrénée par des officiers qui sont soudoyés pour que ça perdure. Voilà. Et puis des hommes politiques qui n'ont pas intérêt que la paix revienne au Congo. Donc voilà ce que je voulais dire. Nous avons là plus de 8 millions de morts, des femmes violées tous les jours, ça que personne n'en parle. Il faut qu'on en parle, nous les Africains. Il faut qu'on arrête de nous indigner de ce qui se passe ailleurs. C'est bien de s'indigner de ce qui se passe ailleurs, mais charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Il faut que nous parlons de ce conflit, d'accord? Parce que il suffit que vous tapiez sur YouTube pour regarder des villageois qui sont massacrés à l'abri de tous les regards, qui sont laissés pour compte. Et pendant ce temps-là, nous, on continue à danser. D'autres Congolais sont dans la sapologie, alors que dans une région du monde, dans une région de leur pays, il y a des populations qui se font massacrer tous les jours. Donc parlons de ce qui se passe, de ces femmes qui sont violées tous les jours, de ces rapaces, et de ces pays voisins qui profitent d'un pays qui n'est pas le leur, et de ces rapaces de multinationales et de superpuissances qui viennent exploiter ce pays en toute impunité et à l'abri des regards du monde. Voilà ce que je voulais dire de ce conflit. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Salut.